Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur votre podcast. Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Alors nous voilà, on est parti pour la saison numéro 4. Franchement, j'y crois pas. Lorsqu'avec Herman, qui est à côté de moi, on a décidé de se lancer dans cette aventure, on ne savait pas qu'on aurait eu autant d'auditeurs un peu partout. Bien entendu, aujourd'hui, on commence au Cameroun parce qu'on y vit. La semaine prochaine, on ira en Côte d'Ivoire et on ira ensuite à Dakar et on fera un peu le tour du continent. Que dire si ce n'est qu'aujourd'hui, on est plus de 300 000, enfin en tout cas, on a plus de 300 000 écoutes. 300 000 écoutes en près de 3 ans, c'est beaucoup. Et tout ceci a été possible grâce à vous. Cette saison numéro 4 est rendue possible grâce à une collaboration avec Spotify. Vous avez dû le remarquer, on a été sélectionné pour recevoir le grant de Spotify qui vise à promouvoir les podcasts sur le continent. On était 10. On était l'unique podcast d'Afrique francophone, tout simplement parce qu'on est les premiers, il faut le dire. Quand on est les premiers, on est les premiers. Big up aussi à toutes les personnes, tous les podcasteurs qui, en Afrique francophone, qui font vivre finalement ce média. C'est aussi grâce à vous. Et si maman m'avait dit, Herman et moi, et certainement aussi toutes les personnes qui ont participé à ce podcast, vous dédient aussi ce grant. Cet épisode est sponsorisé par l'agence Omincart, une agence de communication basée au Cameroun, en Côte d'Ivoire et depuis peu au Bénin. C'est une agence de com qui accompagne des entreprises et des marques fortes en Afrique avec leurs projets divers en mettant en avant leur savoir-faire stratégique, créatif, opérationnel au service de leur performance. Pour rappel, comme depuis déjà 2 ans, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche « Si maman m'avait dit ». Vous pouvez aussi retrouver le lien direct dans la présentation de cet épisode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple et naturellement la plateforme qui nous héberge, qui s'appelle Encore. Et Encore d'ailleurs appartient à Spotify. Alors vous connaissez déjà le principe, une invitée et puis je lui pose la fameuse question. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé, en tout cas, cette invitée, que sa maman lui dise. Alors bonjour, chère invitée. Oui, bonjour. Alors, comment je t'appelle aujourd'hui? Je t'appelle Soum? Oui, mon prénom c'est Soum et j'ai 29 ans et je vis entre Dakar et Paris. Super. Alors, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? Alors, j'aurais aimé que ma mère me dise que j'ai le droit d'aimer, d'être aimée, malgré que je sois une petite fille non conventionnelle. Alors, c'est très intéressant. C'est quoi une petite fille non conventionnelle? C'est une petite fille qui, justement, ne suit pas du tout les dictats, on va dire, d'une religion ou d'une tradition. Parce que nous, on a grandi dans une famille musulmane conservatrice. Et c'est vrai que ce n'était pas évident, quand on voulait changer de trajectoire, de se faire aimer par notre maman. Et on a tout de suite subi du rejet par rapport à ça. Tu dis on a tout de suite tes frères et sœurs aussi? Ou... Pas forcément, moi, surtout moi. Après, mes frères et sœurs, ça va, ça allait. Mais oui, c'est vrai que je parlais au nom plutôt des femmes qui, en général, sont un peu comme moi et qui grandissent dans un milieu comme ça, un peu conventionnel, musulman, et qui n'ont pas forcément envie de suivre les principes de cette religion ou de ces traditions-là. D'accord. À quel moment tu as eu le sentiment de dévier, ou en tout cas de changer de trajectoire par rapport à ton éducation? Je pense que c'est quand j'avais 15 ans à peu près, je commençais à découvrir un petit peu Paris, parce que moi j'ai grandi en banlieue parisienne, et donc je commençais à sortir à Paris même, et à ce moment-là j'ai rencontré donc d'autres personnes, d'autres types de personnalités, et qui m'ont menée vers des choses que je ne connaissais pas du tout. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait d'autres moyens de se sentir bien dans son corps, dans son cœur, dans son esprit. Et là, je pense que ça a commencé à planter quelques graines. Et ensuite, je suis partie m'installer en Angleterre. Et là, à mon retour, c'était vraiment la décadence où j'ai décidé de tout abandonner pour revoir un petit peu
là où j'avais envie d'aller. Voilà. Alors c'est très intéressant. Avant de revenir sur ce que tu viens de dire, c'était quoi ton éducation en fait? Tu as grandi dans quel cadre? Dans ta famille, un papa présent, une maman présente, des frères et sœurs. Quel était un peu ton modèle? Alors moi j'ai grandi dans une famille donc musulmane avec ma mère et mon beau-père parce que mes parents se sont séparés quand on était très jeunes avec mes frères et sœurs et donc on a eu une éducation assez stricte je dirais dans le sens où voilà on devait toujours bien se tenir à table, toujours être propre, toujours parler doucement, pas trop parler, faire attention à ce qu'on dit, etc. etc. Et je pense que ça nous a aussi beaucoup formaté. Donc voilà. Alors déjà c'est très intéressant. Ta mère, musulmane, a eu des enfants avec ton père. Elle s'est séparée. Oui. Et elle s'est remise avec un autre homme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas avant-gardiste selon toi? Si, complètement, surtout que ma mère elle est d'origine malienne et mon père sénégalais. Mais chez les Maliens en général, en tout cas de ce que j'entends dans mon cercle, dans mon petit cercle, on ne fait pas trop ça. Généralement, on reste en couple toute la vie, même quand il y a des problèmes. Donc peut-être que ta mère, peut-être que ton caractère, tu le tiens aussi de ta mère. Oui, c'est une certitude. C'est sûr. Donc tu as 15 ans, tu découvres Paris. Est-ce que tu te souviens finalement de la première fois où tu as découvert Paris, ce que tu as ressenti? Oui, c'est quand justement j'avais une amie à l'époque qui s'appelait Rosa et elle me disait viens on va à l'hôtel de ville, on va aller un petit peu visiter, voir ce qui se passe et j'avais 15 ans à cette époque, je sais pas à quel moment exactement de l'année mais j'avais 15 ans et je m'étais dit waouh c'est grandiose, c'est quelque chose que je ne connais pas, j'ai envie de découvrir, ça m'a vraiment donné soif de connaissances et ça a éveillé ma curiosité donc je me suis dit ben voilà je pense que c'est en fait là où j'ai envie d'être. Et tu habitais où en banlieue parisienne? Moi, j'habitais à Neuilly-Plaisance, à l'est de Paris. D'accord. Donc 15 ans, tu as 3 ans de la majorité, en tout cas en France. Qu'est-ce qui se passe entre 15 ans et 18 ans? Entre 15 ans et 18 ans, c'est le jour où je me découvre. Voilà, je sors en soirée, je rencontre plein de monde. Du coup, je me fais un peu chicoter par mes parents parce que c'était pas du tout ce qui était prévu normalement dans la trajectoire, en tout cas qui était prévu pour moi. En tant que femme musulmane et donc je m'amuse, je m'éclate et puis je découvre aussi pas mal de choses vis-à-vis de moi et donc ben, je désobéis littéralement aux règles et en fait j'en fais qu'à ma tête quoi, jusqu'à mes 18 ans. Alors, c'est quoi finalement, pour toi quelle était la trajectoire que tes parents avaient ou quelle était la trajectoire que toi en tant que jeune femme noire, française, musulmane tu devais avoir? Oui, alors cette trajectoire, c'était une fille plutôt modèle, prude, voilà, qui s'habille d'une certaine manière, qui ne sort pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup d'amis, et bien sûr qui respecte les 5 piliers de l'islam, donc qui fait la prière, voilà, le ramadan, etc. etc. C'était ça. Intéressant. Oui. Et à côté, tes frères et sœurs, ils étaient comment? Ma petite sœur, elle était un peu trop jeune, donc elle n'était pas encore dans tout ça. Et mes sœurs, elles avaient déjà quitté le cocon familial, donc elles faisaient leur vie. Voilà. Et mes frères aussi. Et ton beau-père et ta mère ont eu des enfants? Non, ils n'en ont pas eu. D'accord, très bien. Et ils sont toujours ensemble? Toujours, oui. Ah. Toujours. Ça fait plus de 40 ans. Waouh. Oui. Oh, waouh. Une très belle histoire. Ouais. Donc, tes parents te chicotent, tes parents sont pas contents, mais tu persistes. Je persiste parce que j'ai des modèles en face de moi qui sont extérieurs, bien sûr, à la maison, qui m'engrainent, on va dire, qui font en sorte qu'en fait, je persiste. Puis j'avais déjà une personnalité assez résistante parce que ma mère, justement, est une grande battante et résistante. Donc je pense que j'ai pris d'elle. Alors, on revient donc à ce que tu aurais aimé que ta maman te dise. Quel est le lien, justement, de corrélation entre le fait que finalement tu trouves aussi que ta maman et toi, vous avez le même caractère, mais que tu n'aies pas eu le sentiment qu'elle ait pu, en tout cas, durant ta jeunesse, et peut-être aussi maintenant, te dire que tu pouvais être aimée, valorisée de la manière dont tu étais?
Tout simplement parce que j'ai subi un très grand rejet de sa part à partir du moment où j'ai commencé à changer de trajectoire. Et ça, elle me l'a exprimé d'une manière qui pour moi était un peu violente. Et donc c'est pour ça qu'on a eu en fait une rupture au niveau de nos liens, c'est-à-dire qu'on s'entendait très bien et puis à un moment donné on s'entendait plus du tout. Et ça m'a conduit carrément à avoir des pensées où je me disais que je voulais peut-être m'émanciper de mes parents. Voilà, j'avais vu ça à l'époque dans une série TV, ça donne des idées parfois. Et donc à ce moment-là, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée peut-être de m'émanciper parce que j'arrivais pas à être libre en étant avec ma mère. Mais au final, ça s'est arrangé parce qu'à 18 ans, j'ai eu mon bac et c'était vraiment pour elle une sorte de satisfaction. En gros, c'est comme si elle avait tout oublié et elle s'est dit ma fille a eu son bac et donc c'est génial parce que je n'étais pas vraiment l'élève modèle à l'école aussi, il faut dire. Et donc elle a tout oublié, elle a décidé de me laisser un petit peu tranquille. Alors, donc en fait, les actes, entre guillemets, de violence, selon toi, étaient entre tes 15 ans et 18 ans? Oui, c'est ça. C'était juste verbal, on va dire. C'était pas, c'était de la violence verbale. Disons que c'était plutôt des mots. Non, c'était plutôt de la non-reconnaissance, on va dire. C'est-à-dire que peu importe ce que je fais, on s'y intéresse pas. Voilà. Tu avais le sentiment d'être invisible? Complètement, parce que par la suite, j'ai développé justement le syndrome du rejet que j'ai traîné pendant des années. Et il y a quelques années, là, j'ai compris que je souffrais de ce syndrome-là et j'ai pu justement réparer. Mais ce syndrome, finalement, il drive littéralement ta vie et donc c'est pas très intéressant. Voilà. C'est quoi le syndrome du rejet pour les personnes qui nous écoutent? Le syndrome du rejet, c'est un syndrome que tu développes quand tu as été rejeté par une personne qui est censée t'aimer ou que tu aimes très fort. Et c'est un syndrome qui te conduit à vraiment t'effacer du paysage en permanence. Donc, par exemple, on a un dîner, voilà, on va toujours s'asseoir à l'extrémité, jamais au milieu, parce qu'on ne veut pas forcément être vu. Ou bien on va s'habiller de manière ample pour un peu disparaître dans l'espace en général. Voilà, ça c'est des exemples. Après c'est aussi, on n'arrive pas à prendre la parole en public, ou bien on parle très doucement. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font qu'en fait ta vie elle est pas terrible, mais disons que c'est un peu handicapant quoi, à certains moments. Waouh. Et tu t'en es rendu compte en étant adulte en fait, un peu plus tard? Oui, c'est ça. Quand j'ai commencé un petit peu à faire des recherches sur moi, à essayer de réparer un petit peu toutes mes blessures, j'ai compris que j'avais ce syndrome-là du rejet et j'ai un petit peu observé oui, les caractéristiques. Et j'ai vu que c'était exactement moi et donc je me suis dit comment y remédier. Et à ce moment-là, j'ai fait en sorte de faire le contraire de ce que je faisais. Donc de prendre plus la parole, de parler un peu plus fort, de me mettre un peu plus au milieu, au niveau des tables. Voilà. Naturellement, toute seule ou tu t'es fait accompagner? Non, naturellement toute seule. Naturellement toute seule. D'accord. Pour toi, aujourd'hui, tu as 29 ans. C'est quoi être une femme qui ne suit pas la conforme? Je ne sais pas si c'est le terme que tu as utilisé. Oui, qui ne suit pas, on va dire, les dictats. Les dictats. Oui, aujourd'hui, c'est pas... ma mère, je pense qu'elle a... comment dire? Elle a capitulé, on va dire. Elle s'est dit que de toute manière, ça ne servait à rien parce qu'elle voit bien que je suis quand même assez différente en général. Et donc, je pense qu'elle me regarde avec une manière un peu... bon, on la laisse faire un peu ce qu'elle veut. De toute manière, voilà, elle est intelligente et elle sait où elle va. Donc maintenant, c'est plus du tout un problème. Je pense que si c'est plus un problème, c'est tout simplement parce que on n'en a pas parlé officiellement, mais j'ai eu des actes qui ont montré que ce n'était pas un problème si je ne suis pas cette trajectoire, que je vais quand même m'en sortir dans la vie et que je vais quand même rester une bonne personne. Donc voilà, et au niveau des actes, c'était tout simplement la responsabilité, le fait de voyager seule, de partir, de revenir avec certaines choses, de lancer mon business, voilà, être dans la créativité en général. D'accord. Moi, quand je t'écoute, je me questionne quand même parce que on sait que, c'est vrai qu'en même temps, on a quand même aussi des a priori. Et puis moi, j'ai grandi aussi en France. Donc, quand je regarde, en tout cas, dans mon entourage,
des femmes noires musulmanes, il y a vraiment deux écoles. Il y a vraiment l'école de la personne qui a choisi de vraiment suivre la trajectoire qui tourne autour de la religion purement, et ça, c'est le droit de tout un chacun. Et puis il y a d'autres personnes qui intègrent aussi la religion et ses principes dans leur mode de vie, mais qui sont peut-être, entre guillemets, beaucoup plus ouverts ou beaucoup plus occidentalisés. Mais j'ai toujours le sentiment qu'il y a souvent un combat. Des fois, il y a des personnes qui ont longtemps été très tournées vers la religion et qui décident de s'ouvrir. Ou des fois, tu as des personnes qui ont été très ouvertes, qui choisissent de faire un repli vers la religion. Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu une sorte de dualité entre les deux de par les éducations. Est-ce que toi, tu le ressens encore aujourd'hui ? Oui, dans le milieu, je le ressens. Généralement, c'est tout ou rien. Parce que justement, quand tu ne respectes pas tout, on te dit que tu n'es pas musulmane, justement. Quand tu respectes tout, tu es la bonne musulmane. Moi, pour mon cas, je suis justement la personne qui prend tout ce qui est bien, on va dire, dans les religions abrahamiques en général. Donc on va dire que, par exemple, moi, le ramadan, je le fais parce que je trouve que c'est une bonne chose pour mon corps. Spirituellement, c'est très intéressant. Pourtant, je prie pas, par exemple. Donc voilà, je pense que justement tout à l'heure tu parlais du deuxième point qui est que finalement il y a des personnes qui respectent un petit peu la religion musulmane mais qui sont un peu plus ouverts. Moi je me mets plutôt dans cette case-là. Oui. Disons que je pratique ma religion à ma manière. je pense que Est-ce que tu as l'impression que ta maman t'aime aujourd'hui ? Oui, complètement. Complètement. Contrairement à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, où vraiment je pense qu'elle m'aimait forcément, parce qu'une mère généralement aime son enfant, mais elle me rejetait parce que j'étais pas le modèle qu'elle attendait. Mais aujourd'hui, on n'a plus du tout ce problème-là, et oui, elle me le montre tout le temps qu'elle m'aime. Ah, c'est marrant. Pour toi, ce qui a vraiment changé, c'est le fait d'avoir eu ton diplôme ? Vous avez communiqué ou tu lui as dit ce que tu ressentais ? Non, je n'ai jamais dit ce que je ressentais, mais le fait d'avoir eu mon diplôme, disons que ça a été un déclenchement. Et par la suite, ensuite, c'est certainement le fait que j'ai lancé mon entreprise et que j'ai pu en vivre. Et Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis designer, donc j'ai une marque de vêtements et je suis aussi rédactrice pour un journal. Ah, intéressant. Voilà. Et donc c'est ça le fait que ta mère, le fait que tu puisses être indépendante, ta mère a eu l'impression qu'elle avait fait son travail. Oui, voilà, c'est ça. En fait, elle a vu que j'allais pas aller droit dans le fossé, on va dire. Parce qu'en fait, je pense qu'elle avait peur que je dérive, vu que je ne suis pas clairement dans la religion, que j'arrive pas à être épanouie, trouver un mari, être bien spirituellement, alors que finalement, j'ai réussi et elle le voit bien chaque jour. Et donc ça lui a permis, en fait, de peut-être elle-même déconstruire sa vision. Et de se dire, en fait, ma fille, elle est très bien comme ça, alors on va la laisser comme ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une femme conforme ? Oui, complètement, oui. Conforme selon ma vision de la conformité. Alors, quelle est ta vision de la conformité et comment tu te décrirais aujourd'hui ? Ma vision de la conformité, c'est une femme épanouie qui n'a rien à prouver, qui est juste bien dans sa peau, qui est tranquille, souriante, gentille, qui fait tout avec le cœur en général. Voilà. Et je me décrirais comme une femme noire, épanouie, sympathique et rigolote. Alors, des fois quand on est grande sœur, parce que tu disais que tu avais une petite sœur, les parents sont beaucoup plus durs aussi, parce qu'on est censé montrer l'exemple. Parce que si ta mère dévie avec toi, peut-être la petite parce que les grandes sœurs étaient déjà parties, peut-être que toi tu peux être un mauvais exemple pour ta petite sœur. Est-ce que tu as eu le sentiment durant ton adolescence que ta mère avait cette crainte que tu puisses être le mauvais exemple pour ta petite sœur ? Oui, complètement, parce que faut pas oublier qu'avant moi aussi j'ai eu une autre grande sœur qui a justement un peu dévié aussi à sa manière. Et je pense que ma mère aussi elle s'est certainement dit, j'espère qu'avec Soum ça ira. Ça n'allait pas, hélas. Donc elle a certainement, avec ma petite sœur, je pense qu'elle s'est dit, voilà, on va voir ce que ça donne tout simplement. En fait, je pense qu'elle n'avait pas d'attente avec ma petite sœur et aujourd'hui je le vois bien, le rapport entre ma petite sœur qui a 23 ans et ma mère est un rapport que je n'ai pas eu avec elle, qui est un rapport complètement
bien, enfin, ça se passe très bien. Il n'y a aucun problème. Pourtant, ma sœur n'est pas du tout... bon, après, elle est un peu jeune, mais elle n'est pas du tout... elle ne suit pas encore totalement les dictats quoi, de la religion. Selon toi, qu'est-ce qui expliquait le fait que ta grande sœur ou toi, vous ayez fait une sorte de blocage? C'était quoi? Bonne question, mais je pense qu'on a hérité en fait des gènes de ma mère, qui est une femme un peu têtue, disons, et un peu qui n'en fait vraiment qu'à sa tête, qui fait selon ses propres lois, bien qu'elles soient dans la religion. Et donc c'était une suite logique finalement. C'était une suite logique. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ma mère a été tellement étonnée de tout ça, de notre trajectoire. Mais c'était une suite logique et je pense qu'on a grandi dans une famille malienne, conservatrice musulmane, mais pas si conservatrice finalement, je pense. C'est quand on regarde les autres familles, par exemple maliennes, qui sont dans cette religion-là, elles sont vraiment, c'est vraiment, comment expliquer ça? Elle respecte tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité à un moment donné de dévier. Alors que nous, on a eu cette possibilité, peut-être parce qu'on n'avait pas notre vrai papa avec nous, peut-être que ça a joué certainement, on avait un beau-père très sympathique qui nous laissait un petit peu tout faire, et peut-être que ça a joué, mais certainement, je pense que ça a été le fait qu'on ne soit pas avec notre vrai père, un père un peu dur, qui a fait qu'on a pu dévier un petit peu. Ton beau-papa était malien aussi? Oui, malien aussi. D'accord. Et ton papa sénégalais? Mon père est sénégalais. Quel est ton rapport avec ton papa? Je l'ai pas vraiment connu parce qu'il est parti très tôt quand on était enfant. Donc c'est vrai qu'ensuite il vivait au Sénégal, moi je vivais à Paris avec ma mère, donc j'ai pas eu beaucoup de connexion avec lui. Et il y a quelques années, il est décédé, donc je n'ai pas de rapport avec mon vrai père. En fait. Mon vrai père, pour moi, c'est mon beau-père. Et toute ta vie s'est construite autour de ce beau-père papa? Oui, c'est ça. Et ce qui veut donc dire qu'émotionnellement, tu t'es pas sentie spécialement déséquilibrée? Non, pas du tout. Non, pas au niveau, en tout cas, des parents, du père et de la mère. J'ai eu les deux figures dès le plus jeune âge et ça m'allait très bien. J'avais pas besoin que ce soit forcément le vrai père. Pour moi, il fallait juste... une personne qui m'encadre et mon beau-père et ma mère l'ont fait très bien, ça allait. Alors moi j'aimerais finalement savoir, lorsque tu grandis en te disant que tu n'existes pas, en te disant que tu es plus ou moins invisible, que ta maman peut-être ne t'aime pas, comment tu apprends à pardonner déjà à ta maman de t'avoir fait mal? Parce que d'une certaine manière, elle t'a fait mal, volontairement ou pas. Comment tu l'as pardonné? C'était un travail, oui, c'était un travail sur moi que j'ai fait. J'ai découvert pas mal de bouquins sur tout ce qui est développement interpersonnel et compagnie. Et donc, j'avais lu un livre à l'époque, je ne sais plus trop c'était quoi le nom, mais ça parlait justement du rapport mère-fille. Et en gros, dans ce livre, on expliquait qu'il ne fallait pas être rancunier parce que finalement, c'est à nous qu'on faisait plus de mal. Et donc, j'ai lu ce livre-là et puis je lui ai pardonné, tout simplement. Tu l'as pardonné en parlant avec elle ou tu l'as pardonné dans ta tête? Non, dans ma tête. Je n'ai pas parlé avec elle. Et aussi, il faut dire que ma mère, à un moment donné de ma vie, elle me donnait beaucoup plus d'amour que quand j'avais 15 ans. Et donc, ça a été facile aussi de pardonner, vu qu'elle avait une bonne attitude avec moi. Est-ce que tu sais ce qui a changé? Est-ce que tu sais ce qui a fait qu'à un moment, elle t'a donné l'amour que tu attendais? Je pense qu'elle a été fière de moi. Fière de moi pour mes accomplissements, surtout au niveau du travail. D'accord. Oui. Alors quand je t'écoute, j'ai le sentiment que tu t'exprimes relativement bien, que tu parles, que tu souhaites aussi d'une certaine manière libérer la parole, mais j'ai l'impression qu'en même temps tu ne discutes pas beaucoup avec ta maman sur ce que tu ressens. Oui, ça a tout. C'est vrai que les discussions sur des sujets autour de l'amour ou du sexe ou toutes ces choses-là, c'est assez tabou en général chez nous avec ma mère. Donc non, j'ai pas beaucoup eu l'occasion de discuter avec ma mère mais étrangement, j'en ai pas forcément envie parce qu'aujourd'hui, quand je la regarde et quand elle me regarde, je sais qu'on se sait et qu'on n'a pas forcément besoin d'en dire énormément. C'est intéressant. Oui. Ouais, c'est intéressant parce que des fois on a des invités qui ont
qui ont le sentiment ou le besoin de s'en parler avec leurs parents sans pouvoir le faire. Et je trouve intéressant d'avoir ton discours qui dit que quand je regarde ma mère et quand on se regarde, on se sait, quoi. Alors, aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, celles qui souhaitent dire à leur mère, ou en tout cas qu'elles existent, recréer le lien aussi avec leurs parents? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, à leur partager? Pour recréer le lien avec ses parents, si le lien a été brisé, le conseil que je pourrais donner, c'est la discussion, déjà, premièrement, essayer d'échanger avec le parent en question. Si le parent est réfractaire et n'a pas envie de parler, je dirais essayer d'écrire des lettres ou passer dans un podcast, par exemple, et en parler à ce moment-là, et ensuite faire écouter l'enregistrement aux parents, ou passer par un intermédiaire, en tout cas, quel que soit l'intermédiaire, si c'est pas possible en face-to-face. Ouais. Mais déjà, soigner son cœur avant, pour vraiment venir en paix. Parce que aller confronter les parents en étant pris de chagrin, de très fort chagrin ou de haine, c'est pas une bonne chose, parce que finalement, on sait où la conversation va aller. Alors que quand tu arrives en paix, tu parles avec le cœur, tu sais que c'est ta mère, que tu es son enfant, tu sais que c'est ton père, que tu es son enfant. Disons que le parent va plus s'ouvrir. Donc voilà, il faut venir en paix, je pense. Donc faire un travail en amont sur soi. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout pardonner ou tout laisser, mais j'aime souvent dire, en tout cas aux auditeurs, aux auditrices, qu'il est important de pardonner à nos parents. Ça permet d'avoir souvent le cœur tellement léger. Et puis des fois, nous-mêmes, en tant qu'adultes, on fait des fois des erreurs et on oublie souvent que nos parents ne sont que des humains. Et ça revient aussi à ce que tu disais, partir voir ses parents ou son parent avec le cœur léger. Oui. Et pas avec l'envie d'en découdre ou l'envie d'avoir raison ou l'envie d'avoir tort, mais juste à un moment, avoir peut-être une conversation simple, oui, voilà. bienveillante. Oui, c'est ça. Laisser vraiment l'ego de côté, quoi. Vraiment arriver comme on est né. Non, mais totalement. Il y a tout à l'heure, tu parlais, tu sais, du syndrome du rejet, d'autres personnes parlent aussi du syndrome de l'abandon. Comment, en tout cas, toi, en tant que femme, notamment dans ta vie de couple, ça s'est révélé? Parce que des fois, beaucoup de personnes se rendent compte de ce type de syndrome quand elles rentrent dans une relation de couple, parce qu'elles se retrouvent dans une relation à deux. Et des fois, est-ce que toi, tu l'as vécu dans une relation en couple? Comment ça s'est présenté et comment tu as dépassé cela? Oui, alors effectivement, mon syndrome du rejet, moi, je l'ai découvert justement dans mon couple, il y a quelques années. Alors, comment je l'ai vécu dans mon couple? Disons que c'était assez intense, parce que quand on souffre de ce syndrome-là, on a tendance à toujours se dire qu'on n'est pas forcément légitime. On a un petit peu le syndrome, je crois, de l'imposteur, oui, voilà, c'est ça, dans son propre couple. Donc finalement, quand une personne va nous dire « je t'aime », on va y croire qu'à moitié, même si c'est vraiment la vérité. Et donc, dans mon couple, ça s'est vraiment révélé au moment où... ça fait 6 ans que moi je suis en couple, et à peu près quand on était à 3 ans de relation, ça s'est révélé parce que justement on commençait à se dire certains mots, et moi j'avais vraiment beaucoup de mal à accepter ces mots-là, quoi. Je me sentais pas du tout légitime, donc je me disais que non, c'est pas vrai, ou bien c'est faux, non, j'y crois pas, c'est impossible, parce que je me suis sentie tellement rejetée dans mon enfance que finalement, pour moi, c'était devenu une signature, en fait, le rejet. Donc tout le monde me rejetait partout où j'allais. Voilà. Alors, c'est marrant, parce que quand je t'écoute, quand tu parles de rejet et quand je te regarde, j'ai vraiment l'impression que tu as été rejetée. Alors, des fois, je t'écoute, j'ai l'impression que tu n'as pas été si rejetée que ça. Mais là, quand tu l'as redit, j'ai ressenti, entre guillemets, beaucoup d'émotions. Je ne sais pas si on en a parlé, mais c'est quoi le rejet? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Qui font que quand tu dis ce mot-là,
Des fois, on a l'impression que tu es passé à autre chose, donc tu as beaucoup de recul. Et des fois, quand tu en parles, comme là, on ressent quand même un point. Oui, je pense que le rejet, c'est vraiment le fait de vouloir, de penser que les gens veulent que tu disparaisses. Alors que non, tu peux prendre vraiment, tu peux t'accaparer un espace sans problème, voilà, être toi-même, voilà, être bien dans sa peau. En fait, le rejet, je pense que c'est vraiment le fait d'être mal dans sa peau. Donc de pas, par exemple, des choses toutes bêtes, de pas pouvoir danser sans avoir le regard des gens sur soi, par exemple, ou bien, comme je disais tout à l'heure, quand on est avec des personnes dans une pièce, s'installer toujours à un endroit où on va te voir très peu. Voilà, c'est ces choses-là qui finalement te bloquent un petit peu dans la vie de tous les jours. Parce que même pour moi qui suis entrepreneuse, pour se faire des contacts, par exemple, ça a été très difficile pour moi parce qu'il fallait toujours que j'aille voir les autres. Pour moi, c'était un grand challenge d'aller juste dire bonjour, j'aimerais qu'on discute de telle ou telle chose. Ou par exemple, quand tu prends la parole en public, tu dois t'exprimer sur tel sujet, il faut tout le temps que tu trembles un petit peu avant ou que tu sois en sueur. Enfin, c'est un petit peu handicapant, quoi. Voilà, c'est ces choses-là qui m'ont vraiment fatiguée, disons. Mais malgré tout, tu as quand même réussi à créer ta boîte. Oui, malgré tout, parce que en fait, moi, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Ma mère a lancé sa boîte il y a 20 ans et mon père aussi. Et donc, en fait, nous, quand on a fini l'école, parce que moi, j'ai fait une école de design, quand j'ai terminé l'école, j'ai tout de suite lancé ma boîte. En fait, on n'avait pas du tout cette vision, moi, en tout cas, j'avais pas du tout cette vision de CDI ou de CDD. C'était vraiment, tu termines les études et puis tu lances ton projet, quoi. Parce que c'est l'écosystème dans lequel j'ai grandi. D'accord. Donc, en fait, malgré tout, malgré ces sentiments que tu as pu avoir, tu avais quand même confiance en toi. Est-ce que si on a le sentiment d'être rejeté, est-ce qu'on peut avoir confiance en soi? Oui, je pense que ça s'acquiert. Ça s'acquiert. Moi, quand je suis rentrée en école de design, j'ai vu d'autres personnalités, des gens qui avaient vraiment très confiance en eux, qui venaient de partout dans le monde. Et c'est là où justement j'ai commencé à développer ma confiance en moi. Et par la suite, ensuite, j'ai compris que j'avais pas confiance en moi, donc j'ai essayé de remédier à ça. Mais effectivement, on peut avoir le syndrome du rejet et développer une confiance en soi par la suite, oui. Complètement, tout dépend qui tu rencontres, où tu vas. Qu'est-ce qui a été les milestones de ton chemin quelles ont été les étapes clés de ton chemin pour gagner confiance en toi? Les étapes clés, c'est d'avoir des personnes autour de moi ayant confiance en eux. C'était surtout ça. Parce que généralement, quand tu es entouré de personnes qui ont confiance, tu ne te poses pas la question de savoir si tu as confiance en toi. Si tu as beaucoup de personnes, hein, en tout cas, tu recopies, en fait. Tu fais un petit peu comme les personnes. Et aussi le fait que j'ai été dans une grande école de design, que voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des profs qui ont eu un long background. Tout ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et après, bien évidemment, je suis allée chercher moi-même avec tout ce qui est développement interpersonnel, les livres, les conférences, voilà, toutes ces choses-là, le voyage, les rencontres et compagnie. Top. Alors, merci Soum pour cet entretien qui était fort intéressant. Et j'espère en tout cas qu'elle apportera beaucoup de paix et de lumière à nos invités. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaites ajouter? Un dernier mot, merci pour cet enregistrement et puis j'espère qu'en tout cas ça pourra parler à d'autres femmes qui s'identifient à tout ça. Alors chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Soum, malienne de mère, sénégalaise de père, mais malienne aussi de papa d'ailleurs. J'espère que ces mots, son histoire, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou Twitter en commentaire en utilisant toujours le hashtag Si Maman m'avait dit. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines. À très bientôt. Merci.